Donc, Samira Laouni, je suis la présidente fondatrice du corps. Le corps, quand vous entendez corps, eh bien oui, c'est le corps, je veux parler du corps. Du corps dans le sens où lorsqu'un des organes du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et dans ce sens-là, pour moi, la société, c'est un corps. Et donc, quand un individu de la société souffre, c'est toute la société dans son entier qui souffre. Mais corps, c'est beaucoup plus C pour communication, O pour ouverture et R pour rapprochement. Et le mot clé, c'est interculturel, comme vous le voyez sur notre bannière. Donc, je disais, le corps s'est donné pour mission de rapprocher les anciens Québécois des nouveaux, et je fais très attention de parler juste d'ancienneté et pas de souche, pour construire ensemble une société plurielle et fière de l'être grâce à un projet fondé sur nos valeurs communes. Ces deux lignes directrices, en fait, ces objectifs principaux, c'est lutter contre les préjugés à l'égard de minorités ethnoculturelles racisées, mais aussi l'acquisition des codes sociaux québécois par les nouveaux arrivants, parce qu'il y a des codes qu'il faut qu'on acquiert à longueur de journée. Donc, pour ce faire, je vais vous proposer un petit, je dirais, un plan. Donc, je vais parler des activités récentes du corps en lien avec l'insertion socio-économique, l'accès à l'emploi de certaines minorités, un portrait des immigrantes maghrébines au Québec, les obstacles à l'emploi et des moyens de les surmonter, l'insertion citoyenne parce qu'elle fait partie de l'insertion économique, la discrimination, description et effet, donc et là je vais donner la définition, et puis quelques pistes pour lutter contre cette discrimination. Donc on a un premier lieu, pour ce qui est des activités du corps, par exemple dans les buts pour répondre aux objectifs du corps, nous avons tout récemment présenté à la consultation sur la valorisation de la diversité et de la lutte contre la discrimination, le mémoire, on l'a pitché dans le site, là, le mémoire réduire la discrimination et favoriser l'intégration. C'était la suite d'autres mémoires, par exemple, la vitalité du Québec exige un accueil réussi des nouveaux Québécois pour le projet de loi 77 en 2016. En 2015, pour la consultation publique sur l'intégration des immigrants, nous avons présenté l'inclusion des minorités ethnoculturelles par l'emploi. Dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme, la SACRE, alors le corps, en 2017, a organisé un forum de 2 jours à l'UQAM en collaboration avec la CRIEC et l'Observatoire sur le racisme. Le titre du forum portait sur l'égalité, c'est notre affaire à tous, qui s'est conclu par l'annonce de la mise sur pied d'une table de concertation contre le racisme systémique maintenant qui comporte 41 organisations, dans la Ligue des droits et libertés, la CDPDJ, Ensemble pour la diversité, le corps, il y a plusieurs organisations que je ne pourrais pas me rappeler toutes aujourd'hui, Québec inclusif, etc. Donc il y a vraiment plusieurs organismes dans cette table-là. En 2013, en collaboration avec ML, le colloque « Contrer la discrimination à l'embauche » basé sur les recherches de Paul Heed, qui démontrait une telle discrimination contre un candidat dont le nom révélait l'appartenance à certaines minorités. Notre colloque d'avril 2016, intitulé « Sommes-nous le xénophobe de l'autre ?», avait pour but de sensibiliser la société d'accueil aux conséquences de l'exclusion et d'amener les personnes discriminées à faire confiance aux instances de notre société. Aussi, personnellement, j'ai présenté des communications au CREOR, McGill, en septembre dernier, sur la diversité religieuse dans une ère séculière. Au 3e congrès de l'Association internationale pour la recherche interculturelle à l'Université de Sherbrooke, l'ARIC, j'ai présenté les obstacles à l'insertion professionnelle des immigrantes maghrébines à Montréal, qui était basé sur un focus group de femmes maghrébines. Je présente souvent des ateliers sur la persévérance, mais aussi des parcours migratoires à des jeunes de Carrefour Jeunesse Emploi, notamment celui de Laval. Vu l'expérience du corps sur le terrain, je vais m'attarder sur les cas de Québécois, et surtout des Québécoises issues de l'immigration maghrébine, qu'ils soient de première ou de deuxième génération, parce que le problème se répercute même quand on est de deuxième génération. Pour ce qui est de l'accès à l'emploi de certaines minorités ethnoculturelles, le portrait, je dirais,
dans une situation de plein emploi au Québec aujourd'hui. Les statistiques hier disaient qu'on était à 4,3% de taux de chômage, mais il n'en demeure pas moins que le taux de chômage chez les communautés ethnoculturelles dites racisées est encore très très élevé. Donc, pour l'ensemble des immigrants au Québec, le taux de chômage en 2017 est passé, il y a une certaine amélioration, il est passé de 22,7% à 10%. Et le taux d'activité des femmes a augmenté à 54%. Mais cela ne cache pas tout, parce qu'il y a encore dans ça, encore une catégorie ethnoculturelle dans toute la grande catégorie, toute la famille ethnoculturelle, il y a encore des subdivisions, et c'est ça l'intersectionnel, c'est donc ça. Donc, juste pour donner un exemple, pour qu'on comprenne aujourd'hui tous et toutes, qu'est-ce que ça veut dire l'intersectionnel. Si je suis une femme, donc la première discrimination du genre, handicapée sur un fauteuil roulant, c'est une deuxième catégorie, musulmane, religieux, une catégorie religieuse, portant un foulard, c'est encore une catégorie dans la catégorie religieuse, et lesbienne. Ça ferait de moi toutes les catégories, et c'est ça l'intersectionnalité. En d'autres termes plus simples, l'intersectionnalité, c'est le croisement de diverses discriminations en même temps qui viennent des fois se mettre les unes sur les autres, et puis la couche devient beaucoup plus grosse une fois au bout du chemin avec ces discriminations-là. Donc, alors que le taux de chômage des Maghrébins qui frôlait le 30% en 2011 s'est résorbé en 2015, Frédéric Castel, chercheur au CRIEC, avait établi qu'il se situait à 16% pour les hommes et à 19% pour les femmes. Donc, et on peut espérer qu'il continue à régresser, vu la bonne santé économique du Québec en 2017. Comme explication de cette diminution, nous, on se donne des hypothèses, on a le droit de poser nos propres hypothèses à ce sujet-là. Et donc, parmi les hypothèses, on dit qu'on peut citer l'efficacité de certains programmes du MIDI, du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, le PILI, le PRIM, bien entendu avec des réserves, parce que des fois, il y a comme ces programmes-là, oui, sont utilisés pour faciliter l'insertion à l'emploi, mais des fois, les employeurs les utilisent comme exploitation de la main-d'œuvre. Donc, il y a un bémol, j'ai un bémol là-dessus. Il y a l'acceptation d'emplois déqualifiés par un plus grand nombre de ces immigrants, et immigrantes bien entendu. On le sait, par exemple, les Maghrébines, quand elles arrivent ici, elles sont pratiquement à plus de 56% diplômées, hautement diplômées, et avec leur diplôme, elles se retrouvent dans des emplois atypiques. Genre, si elle était en pharmaceutique, elle va se retrouver en garderie. Ça n'a rien à voir, ça n'a pas rapport. C'est pas parce qu'il y a un sous-emploi, mais c'est une déqualification de la fonction. Ou encore, le départ du Québec de chômeurs. En effet, le taux de rétention des immigrants avait diminué en 2013 et 2014, et ça, c'est Statistique Canada qui disent ça. Le taux de chômage chez les minorités racisées issues ou non de l'immigration se situerait à 13%, selon un reportage de Sophie Langlois très récent, c'est le 4 octobre dernier. Pourtant, il manquerait 25 000 employés issus des minorités visibles dans les organismes publics, selon un reportage de Thomas Gerbet en 2016, citant une analyse de la Commission des droits de la personne en 2014. Il affirmait que la province emploie en moyenne 5% seulement de minorités visibles, alors qu'elle compte plus de 11% de la population. À la ville de Montréal, 5,9% des employés proviennent des minorités visibles, alors qu'elles constituent 30% de la population. À l'Hydro-Québec, seulement 1,56% des employés de cette société d'État proviennent de ces minorités. Pour ce qui est du secteur privé, il est impossible d'avoir des données probantes. Ces statistiques démontrent que l'appartenance à une minorité visible augmente la probabilité qu'une personne n'obtienne pas d'emploi, qu'elle soit immigrante ou non.
C'est de là que je parlais de la première et de la deuxième génération. Les femmes immigrantes appartenant à une minorité visible subissent le taux de chômage le plus élevé, soit 14% contre 8,6% pour les autres immigrantes. Nous constatons une inéquité non seulement dans l'accès à l'emploi, mais aussi, une fois l'emploi obtenu, dans les salaires et les chances d'avancement, ce qu'on appelle le plafond de verre que toutes les féministes connaissent, mais il est encore plus dur ce plafond de verre, il est encore plus gros, le verre est plus résistant quand on est des minorités visibles. Alors, je voulais parler et du côté économique et du côté citoyen, l'insertion citoyenne. Donc les obstacles à l'emploi affrontés par les nouveaux arrivants sont multiples, mais comment les surmonter? Et là, je traiterai de 4 obstacles principaux pour moi. Le manque de reconnaissance des compétences et la lenteur des processus, les exigences linguistiques et le manque d'adaptation sociale, le peu d'accès aux places en garderie, l'exigence d'expérience locale. Comment les surmonter? Pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle et des diplômes, rappelons une amélioration. L'évaluation comparative des études qui se fait maintenant dans le pays d'origine, aussi grâce au guichet unique offert par Qualification Montréal. La reconnaissance des acquis et des compétences, RAC, se développe. Pour ce qui est des exigences linguistiques et au manque d'adaptation sociale, en général, les Maghrébins ont une excellente maîtrise du français, oral et écrit. Cependant, pour certaines professions, certains auraient besoin d'une formation pointue, d'un perfectionnement linguistique professionnel. Il faut alors le reconnaître et suivre les cours appropriés. Les besoins en français doivent être précisés, nous dirions diagnostiqués, d'après les exigences québécoises pour accéder à un emploi dans le domaine de compétences de l'arrivant. Par ailleurs, il faut mieux cibler les emplois où il est approprié que l'anglais soit exigé. D'une part, il faut obliger les employeurs à justifier cette exigence. C'est parfois un moyen légal, entre guillemets, détourné de discriminer les demandeurs d'emploi dans la tête où le nom ne plaît pas à l'employeur. Il revient à l'Office québécois de la langue française de s'assurer que l'usage de l'anglais dans une entreprise est nécessaire. D'autre part, il faut examiner la problématique de l'exigence du bilinguisme vis-à-vis des immigrants recrutés en tant que francophones. Si leur domaine d'emploi exige effectivement l'utilisation de l'anglais, ce qui arrive à beaucoup de Maghrébins en fait. Avertir le candidat à l'immigration dans son pays d'origine avant la prise de décision, et puis lui faciliter ici l'accès à des cours d'anglais axés sur le marché du travail en lui attribuant la même allocation que pour la francisation. Pour ce qui est des manques de places en garderie, particulièrement pour des femmes, et aussi un écueil. Ces places sont réservées soit aux femmes en emploi, soit aux très démunis, par l'entremise des travailleurs sociaux. Généralement, c'est les travailleurs sociaux qui interviennent pour aider les femmes en fait, à trouver des places en garderie. Mais qu'en est-il des nouvelles arrivantes, sans réseau familial, ni amical, et qui désirent chercher un emploi? C'est très difficile. Je peux dire que c'est même le parcours du combattant. Finalement, on en arrive à l'exigence d'expérience canadienne et la difficulté de l'acquérir. C'est le dilemme bien connu. Comment acquérir de l'expérience de travail canadienne si cette même expérience constitue un prérequis pour obtenir un emploi? Donc c'est l'œuf ou la poule. Juste à l'anecdote, moi j'avais dit à un employeur, parce que j'étais tannée de me faire dire qu'il me fallait une expérience canadienne, j'ai dit qu'il fallait me le dire pour que sur Air Canada, que je fasse du bénévolat avant de venir de Paris à Montréal, et puis peut-être que j'aurais acquis cette fameuse expérience que je n'avais jamais eue avant d'arriver. Parfois, un travail bénévole à l'arrivée qui sert de tremplin au premier emploi dans le domaine où la personne est qualifiée est une solution. Mais dans certains cas, il s'agit d'une exploitation abusive. Une mesure primordiale serait d'exiger que les compagnies qui font affaire avec les organismes gouvernementaux appliquent, elles aussi, la loi sur l'accès à l'égalité à l'emploi. Maintenant, qu'en est-il de l'aspect citoyen?
Examinons maintenant quels sont les obstacles à l'insertion citoyenne des Maghrébins, par l'implication sociale qui se traduit par l'exercice de droit de vote, les candidatures, la prise de parole publique. Bon, on a ici aujourd'hui plusieurs Maghrébins, plusieurs Québécois d'origine maghrébine ou d'autres que maghrébines qui s'impliquent en politique. C'est une très très bonne chose, mais on n'en est pas encore, je dirais, au même niveau de notre participation en nombre. Donc un projet d'immigration est généralement axé sur l'amélioration des conditions de vie, l'objectif primordial étant donc économique. Or, dans un trop grand nombre de cas, ces immigrants se retrouvent dans des conditions de survie, donc disposent de peu d'énergie à mettre dans une participation à la vie sociale. Par ailleurs, les Maghrébins venant de pays à régime plus ou moins dictatoriaux peuvent avoir cultivé, sinon la crainte du politique, du moins le manque de confiance et même un certain désabusement. De plus, donc d'où le cynisme qu'on voit aujourd'hui. De plus, ils risquent d'être découragés par la complexité des nouvelles scènes politiques, le niveau municipal, provincial, fédéral, commission scolaire, donc c'est un petit peu mélangeant toute cette patente-là. Quant à la représentation des membres de minorités visibles en politique, alors que peut-être jusqu'à 30% des Montréalais en font partie. Je parle beaucoup de Montréal parce que c'est en tant qu'agglomération. Je ne parle pas de Montréal, juste la ville. C'est vraiment la grande agglomération de Montréal. Donc je disais 30% des Montréalais en font partie au palier municipal. Au début de l'année 2016, on comptait 6 élus sur 208 des villes du Grand Montréal. Et je peux vous dire qu'en 2017, ça a complètement chuté. Au niveau provincial, alors que 11% des Québécois seraient issus des minorités visibles, 5 des 125 élus en font partie. C'est abominable. On demande à des groupes de nouveaux arrivants, souvent considérés comme une communauté monolithique, tous les nouveaux arrivants sont pareils, ils se ressemblent, ils ont les mêmes problèmes, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Et puis, encore pire, les musulmans, c'est pas ça pareil, c'est pas une communauté, il y a plusieurs communautés. De prendre la parole dans des débats. Dès lors que certains leaders la prennent, ils sont souvent soupçonnés de poursuivre des visées politiques cachées, ce qui effraie et rebute certains d'entre eux. Seuls les plus hardis persévèrent, or ce ne sont pas forcément les plus représentatifs, malheureusement. Maintenant, comment surmonter tous ces obstacles à l'implication citoyenne? Il faut d'une part rendre les institutions accessibles. En effet, la démarche pour comprendre le mode d'emploi de la société et de ses institutions peut se révéler laborieuse. Il faut reconnaître que pour certains, cela peut prendre beaucoup d'efforts pour accéder à ce qui semble disponible à tous. 2. Les partis politiques doivent être proactifs pour faire connaître les enjeux ainsi que les rouages des systèmes en dehors des campagnes électorales. Pas seulement la veille de la campagne électorale où on va courir pour aller voir les minorités ethnoculturelles, racisées, puis leur dire « voici, venez faire du bénévolat ». Ça se passe ailleurs, pas à ce moment-là. Le militantisme dans un parti ou dans un mouvement social est l'équivalent de l'alphabétisation de la chose publique. Dans les établissements scolaires, troisièmement, ainsi que dans la sphère des services sociaux et médicaux, il est important de trouver des interprètes culturels pour des nouveaux arrivants. Les enfants ne devraient pas avoir à jouer ce rôle. Les offres de services adaptés, par exemple, celle du C3S de la montagne, en particulier la Maison Bleue pour les nouvelles mères, le Centre pour les demandeurs d'asile Preda, sont des exemples qui devraient être imités là où le nombre de nouveaux arrivants le justifie. En effet, les interventions doivent être différenciées en fonction de la culture de la clientèle nouvelle arrivante. Par exemple, un travailleur social, avant de conseiller le divorce à une femme maghrébine qui se plaint de sa situation conjugale, doit soigneusement analyser les conséquences prévisibles d'une telle décision en tenant compte de l'absence probable du réseau familial et amical au Québec. Et là, je ne dis pas que les femmes maghrébines qui se font battre par leur conjoint doivent accepter la violence conjugale. Ce que je dis, c'est que avant que le travailleur social ou la travailleuse sociale lui conseille le divorce, qu'elle regarde d'abord, est-ce que cette femme-là, en se divorçant,
ne va pas se sentir comme nue dans la société parce qu'elle n'a aucun réseau autour d'elle pour l'aider. Il faut aussi informer les parents nouveaux arrivants, non seulement sur le système scolaire du Québec, mais sur les principes pédagogiques appliqués dans nos écoles. Il faut inciter les écoles à inclure des parents des minorités ethnoculturelles, non seulement dans les activités sportives et culturelles, mais aussi dans le conseil d'établissement. L'organisme La Troisième Avenue s'est donné comme mission de soutenir des groupes de parents et de jeunes qui veulent jouer un rôle actif dans les institutions scolaires. Cet organisme est clairement très ouvert à la diversité, il faudrait le faire connaître aux parents immigrants. Maintenant, la description et effet. Les préjugés persistants sont sans fondement objectif, d'une part de la société québécoise à l'encontre des minorités ethnoculturelles, affectent aussi les générations suivantes, puisque le nom de famille continue à les identifier. Aouni, je m'appelle Aouni, bon, quoique il prend le nom de son papa, mais n'empêche, il va toujours continuer à être Aouni. Deuxième, troisième, quatrième génération, il le sera toujours. Alors, est-ce qu'il est de souche, est-ce qu'il n'est pas de souche, mais de quelle souche? Première, deuxième, troisième, je ne sais pas. De quelle année? Souche de 400 ans ou souche de l'année dernière, mais c'est toujours une souche. Il portera toujours un nom autre que Bélanger. Alors, la discrimination à l'embauche ne touche pas seulement les nouveaux arrivants, mais aussi leurs descendants. C'est ce que je disais. En effet, la recherche de Paul Reid, mesurer la discrimination à l'embauche faite pour le compte de la CDPDJ, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, avait révélé qu'à qualification et profil égaux, un Bélanger a 60% de chances d'obtenir un entretien d'embauche qu'un Sanchez, Ben Saïd ou Traoré. Dans les secteurs privés et communautaires, on n'a pas calculé au niveau public. Comme le nom de famille, comme je disais tantôt, se transmet forcément, cette discrimination s'étend aux générations suivantes et affecte donc des Québécois. Comment lutter, pour en finir, comment lutter contre la discrimination? Les médias doivent participer à la solution. Il faut inverser le rôle parfois pernicieux que certains ont joué en faisant de l'éducation interculturelle auprès de leurs journalistes. Par exemple, l'image donnée de l'immigration provenant de pays majoritairement musulmans a été souvent désastreuse. Ainsi, il faut mettre en place un garde-fou pour signaler les articles et les images qui portent préjudice. Mais il faut aussi promouvoir la représentativité physique, en particulier à la télévision. Par exemple, tout récemment, le Conseil du statut de la femme est intervenu pour qu'on augmente la représentation des femmes des minorités ethnoculturelles dans les médias. C'est un bon pas, je dirais. Pour diminuer les propos discriminatoires dans la population, il faut déconstruire les représentations réciproques des autres, comme un groupe homogène, ce que je disais tantôt, comme si les musulmans étaient tous pareils, tout le monde portait les foulards, toutes les femmes musulmanes portent les foulards, alors qu'il y a des musulmanes qui n'en portent pas, et c'est pas pour autant qu'elles ne sont pas autant musulmanes. Et faire prendre conscience du caractère discriminatoire d'attitudes ou de propos banalisés et des conséquences non seulement sociales, mais aussi économiques de la discrimination. Le MIDI, le ministère de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion, avait commencé une campagne de sensibilisation à l'accueil des autres. Ce qu'on avait vu, si vous avez remarqué, les campagnes publicitaires de Patrice Bernier et de Madame Diaz, ça avait commencé, mais ça s'est arrêté. Cette campagne-là a arrêté. Alors il faudrait la poursuivre pour en arriver à présenter dans la phase finale des personnes qui sont le plus à risque d'être rejetées, par exemple des femmes portant le hijab, parce qu'on sait que, moi je l'appelle, le hijab, je l'appelle la goutte de miel autour de laquelle toutes les abeilles tournent, et ben c'est mon foulard. Et quand je dis mon foulard, c'est pas le mien, mais c'est tous les foulards de toutes ces femmes-là. Donc, et il faut faire ressortir les cas de réussite de personnes où l'accueil par la société québécoise a joué un rôle avantageux pour tous. En effet, il y a plus de chances de faire évoluer certains Québécois et Québécoises vers une attitude accueillante en soulignant les bons coups qu'en relevant les cas individuels de racisme. Pour clore, l'étude, moi je suggère certaines études de recherche à faire.
comme le cas de l'étude « La participation au marché du travail des femmes immigrantes au Maghreb en 2014 par Pierrette Baudouin pour le Conseil du statut de la femme, qui a fait suite à sa recherche de 2010, pourrait être complétée par la participation d'un plus grand nombre de maghrébines parce qu'elle avait un échantillon très restreint. Et cette recherche, quoique très instructive, ne reposait pas justement sur un échantillon assez vaste. En particulier, nous avons constaté en ce qui concerne le taux d'emploi des femmes musulmanes au Québec que nous ne disposions pas d'études statistiques. Donc, vous qui êtes dans la recherche, vous pouvez nous aider à cet égard-là. Et nous avons aussi l'étude de Michel Vance-Laroussi, titulaire de la chaire de recherche sur l'interculturalisme à l'université de Sherbrooke, qui, elle, a fait une étude sur les femmes marocaines immigrantes au Québec, entre désillusion et changement. Et cette étude pourrait aussi constituer une première étape d'une étude plus vaste. Je vous remercie infiniment pour votre